Venez !» cria M. Castor, qui dansait presque de joie. « Venez voir, c'est un mauvais coup pour la sorcière. On dirait que son pouvoir commence à s'effriter. »« Que voulez-vous dire, Monsieur Castor ?» demanda Peter, en haletant tandis qu'ils gravissaient ensemble la pente abrupte de la vallée. « Ne vous avais-je pas dit, répondit M. Castor, qu'elle faisait durer toujours l'hiver, mais que Noël n'arrivait jamais? Ne vous l'avais-je pas dit? Eh bien, venez voir. » Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. Alors, la dernière fois, on a vu que Edmund était dans le château de la sorcière, mais aujourd'hui, on ne va pas apprendre ce qui lui arrive, parce que le chapitre 10 est en réalité la suite du chapitre 8, et donc on va revenir avec les castors et les enfants qui ont décidé de partir rejoindre Aslan le plus vite possible, une fois qu'ils ont compris qu'Edmund les avait trahis. Chapitre 10, l'enchantement commence à se rompre. Suzanne, Peter, Lucie et les castors se mettent en route vers la table de pierre. C'est une longue marche et les enfants sont épuisés. Monsieur Castor les conduit dans un genre de terrier où ils peuvent se reposer quelques heures. Ils se réveillent au son des clochettes et pensent qu'il s'agit du traîneau de la sorcière. Monsieur Castor sort discrètement pour voir vers quelle direction elle se dirige. Quelques instants plus tard, il appelle les enfants tout joyeux. Ce n'est pas la sorcière, c'est le Père Noël, qui leur explique que le pouvoir de la sorcière s'affaiblit. Il leur offre à tous des cadeaux, une nouvelle machine à coudre pour Madame Castor et un barrage réparé pour Monsieur Castor. Peter reçoit une épée et un bouclier, Suzanne un arc et des flèches. Elle reçoit aussi une corne dans laquelle elle peut souffler pour recevoir du secours en cas de danger. Le Père Noël remet à Lucie un petit poignard et une bouteille de cordial magique qui peut guérir n'importe quelle blessure. Puis, il leur offre à tous du thé bien chaud avant de les quitter pour continuer sa tournée. Une première chose avant même le début du chapitre. Toutes les illustrations sont adorables, mais alors celle-là, de voir Monsieur Castor avec ses raquettes aux pieds mettre les après-ski de Madame Castor, elle est tellement mignonne. Je sais que nos auditeurs et auditrices n'ont sûrement pas le livre sous les yeux, mais si vous avez une édition ou si vous voulez chercher sur internet, allez la chercher parce que celle-là, elle est vraiment très très chou. Donc dès le début du chapitre, ça m'a donné le sourire aux lèvres. Ces illustrations pleines de poésie, je trouve, apportent vraiment beaucoup au charme des ouvrages. Mmh. Alors en parlant d'humour, je voudrais parler d'une autre sorte d'humour. C'est le portrait de Madame Castor qui est plein d'humour, justement. Une critique qui s'appelle Cat Filmer n'a pas du tout apprécié la façon dont Madame Castor est décrite ici, et elle a traité Loïs de misogyne. Elle a dit que sa vision des femmes en général était, je cite, anachronique et énervante, et en particulier, elle a décrit Madame Castor comme étant quelqu'un qui s'agite beaucoup trop, et qui malmène Monsieur Castor. Et enfin, la dernière chose qu'elle a écrite sur Madame Castor, c'est qu'elle est un peu bête, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle ne peut pas emporter sa machine à coudre. Alors moi, je voudrais réagir par rapport à cette critique, même si elle ne m'écoute sûrement pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, déjà. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de sympathie pour Monsieur et Madame Castor. Madame Castor me fait penser à Madame Weasley dans les sagas Harry Potter. Et oui, elle a ce côté où elle court partout, où elle cherche partout, mais moi, je vois l'amour qu'il y a derrière et l'envie de bien faire. Alors, en effet, elle n'est pas parfaite. À un moment, elle est un peu exaspérante parce que il faut y aller. Il y a l'urgence. Mais je vois une femme, mais non, une Castor qui est pleine d'attention, qui a des enfants avec elle dont elle a la responsabilité, qu'elle souhaite fondamentalement en prendre soin, et elle va s'avérer utile. Donc, bête, en tout cas pas, avec des priorités différentes peut-être. Et on voit aussi l'amour qu'elle a pour son terrier.
Elle doit quitter en 2 secondes son terrier qui va tomber aux mains d'une sorcière maléfique. Je comprends la question de qu'est-ce que je peux prendre et l'objet qui m'est chéri, qui m'est utile, zut, je peux pas le prendre, il y a un deuil qui est fait. Et sincèrement, si on venait chez nous en nous disant qu'un être maléfique et puissant allait venir dans moins de 15 minutes, j'aimerais bien nous voir réagir. Ouais. On est dans une situation absolument capitale, très dangereuse, et il faut agir vite, il faut agir bien. On dit toujours il ne faut pas analyser calmement une décision prise dans l'urgence, parce que c'est pas le même cadre. Moi, je mettrais beaucoup de choses sur le dos de l'urgence et de la peur. Je trouve le terme « s'agite » particulièrement injuste, parce que au contraire, je trouve que Madame Castor, en fait, garde la tête froide. Le texte dit même qu'elle parle très calmement, alors que ce sont les autres qui s'agitent. Suzanne panique, et en anglais, d'ailleurs, on comprend qu'elle est agacée, ce qui n'apparaît pas dans le texte français. Parce qu'en anglais, on a « What are you doing, Mrs. Beaver ?» avec des italiques sur le « A », et ça indique une accentuation due à l'exaspération. Bon, ça n'apparaît pas en français parce qu'on n'a pas cette façon d'exprimer l'énervement, mais il est clair que Suzanne est ici presque un peu mal polie, elle se permet de juger. En français moderne, ça pourrait donner quelque chose du genre mais c'est n'importe quoi là. Et en fait, Madame Castor, elle ne panique pas, elle monte un plan et elle explique, puisqu'elle dit la sorcière de toute façon sera trop rapide avec son traîneau, donc la seule solution est de marcher à couvert dans des endroits impossibles d'accès pour un traîneau. Et puis, elle prévoit tout, elle prend de la nourriture, et ça c'est important quand on va faire une longue marche dans la neige, et puis elle pense aux autres, elle a même prévu un petit sac pour Lucie, qui est la plus petite. Alors, est-ce qu'elle maltraite son mari ? Je pense pas vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait ici dans le texte ? Elle lui demande de l'aide, parce que peut-être que lui, probablement, n'a pas le même esprit pratique, donc il a peut-être pas pensé à ce qu'il fallait faire, donc elle lui demande de l'aider. Je vois pas en quoi elle le maltraite ici. Et puis, là, bien sûr, ils sont tous pressés de partir, mais dans quelques heures, ils seront bien contents qu'elle ait pensé à prendre de la nourriture et à se mettre quelque chose sous la dent. Et puis, alors, concernant la machine à coudre, moi, je rajouterais, par rapport à ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et je rajouterais aussi que on peut aussi imaginer qu'elle ne pense pas sérieusement à l'emporter, mais qu'elle exprime juste un genre de regret, sous forme de question. Et je terminerai en disant que c'est vrai que Lewis, quelque part, se moque gentiment d'elle et de son sens de l'organisation un peu exagéré. On peut douter, par exemple, de la nécessité de prendre un jambon entier et de prendre des mouchoirs, d'autant plus qu'elle prend 6 mouchoirs propres alors qu'ils ne sont que 5. Mais en tout cas, elle pense vraiment à tout, puisque on sait que les mouchoirs, c'était l'essuie-tout de l'époque. Et puis, je pense qu'en même temps, il y a de la part de Lewis aussi beaucoup de respect et d'admiration pour ce personnage. Elle est organisée, elle est calme, elle pense à tout, elle trouve un plan pour échapper à la sorcière. Pour moi, le portrait n'est pas du tout négatif, au contraire. Non, et puis, elle prend en compte beaucoup de choses, dans le sens où c'est un moment inattendu. On ne sait donc pas à quoi s'attendre. Il pourrait être encerclé, rester dans un endroit confiné pendant beaucoup plus de temps que prévu, et d'avoir besoin de ses nécessités. J'ai l'impression que Lewis se serait moqué d'elle si elle avait paniqué en crise hystérique à essayer de mettre des choses qui n'avaient ni queue ni tête dans un sac beaucoup trop lourd, mais elle a un plan, elle est méthodique, alors certes peut-être il y a un excès de zèle, mais qui ne fait pas d'excès de zèle quand les gens qu'ils aiment et qui sont les plus faibles, qu'ils ont la responsabilité, sont en danger. Elle fait de son mieux pour protéger les gens autour d'elle. Avec le meilleur de ses capacités, et c'est un imprévu. Ils ne vivent pas ça tous les jours. Là, on est dans la réalisation d'une prophétie. C'est attendu depuis longtemps, mais personne ne l'a vécu. Alors, ils se mettent en marche, et pendant la marche, on a le point de vue de Lucie. C'est quelque chose qui arrive souvent. Souvent, Louis adopte le point de vue d'un des enfants. Et là, on va vivre cette marche à travers les yeux de Lucie. Et je trouve ça très réaliste, la façon dont c'est décrit, parce que donc au début, elle admire le paysage. Et je pense qu'on est un peu tous comme ça. Quand on commence une marche, on admire le paysage. Et puis, ensuite, à un moment donné, elle est tellement fatiguée qu'elle avance, qu'elle dort debout pratiquement, et qu'elle avance machinalement, juste parce qu'elle n'a pas le choix. Et voilà, ça me semble vraiment être une description qui permet de s'identifier au personnage. On peut vraiment imaginer ce qu'elle a vécu là. C'est intéressant parce que, pour moi justement, c'était compliqué de s'identifier à elle, parce que c'était une réaction enfantine.
Mais je dis ça avec beaucoup d'affection et beaucoup de respect. Que c'est beau de pouvoir être dans une situation de danger, une situation de peur, et de quand même pouvoir profiter du paysage. Et que la fatigue soit le seul élément qui l'empêche de pleinement profiter. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais pu pleinement profiter d'un paysage dans une situation où j'ai un être maléfique et puissant à mes trousses. D'accord. J'espère que j'aurai la capacité, mais je le doute profondément. Et j'admire cette profonde capacité qu'a Lucie de puiser ses forces dans les choses belles et bonnes, même au milieu de l'adversité et des difficultés. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Et justement, j'ai lu ce passage en me disant, mais waouh, j'aimerais avoir ce don de pouvoir puiser tout ce qui est autour de moi, qui est beau, sans être obnubilé par ma peur, par mon anxiété, par ma panique, par mon stress. Ok, d'accord. Alors ensuite, ils arrivent dans une cachette où ils peuvent se reposer. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé ici, c'est quand Peter dit « Où sommes-nous ?» Et sa voix est décrite comme étant une voix qui a une sonorité pâle et fatiguée. Et le narrateur précise, entre parenthèses, « J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire par une voix à la sonorité pâle. » Et moi, j'aime bien parce que c'est un petit peu poétique. Là, il fait un peu de poésie. Et Lewis, avant d'écrire des romans, a commencé par écrire de la poésie quand il était tout jeune. En fait, il n'a pas eu beaucoup de succès avec sa poésie et donc il s'est tourné vers le roman et enfin vers les, en l'occurrence ici les contes. Et ça lui a bien réussi, je trouve, parce que du coup les histoires en elles-mêmes sont poétiques et on retrouve de la poésie. Alors il fait de la poésie et en même temps, comme c'est un livre pour enfants, il s'en excuse dans la parenthèse. Donc ici, pour ceux que ça intéresse, ce qu'il fait là en disant une voix à la sonorité pâle, ça s'appelle une hypallage. C'est une figure de style qui consiste à attribuer à un ou plusieurs mots d'une phrase ce qui convient à d'autres, à déplacer. Donc ici, évidemment, c'est son visage qui est pâle et la sonorité, elle peut pas être pâle, mais le but, évidemment, c'est pas juste de s'amuser à utiliser une figure de style, mais ça permet en fait de dire beaucoup de choses en peu de mots. Ça permet de dire qu'il est mort de fatigue et que ça se voit sur son teint et que ça s'entend dans sa voix. Moi, j'aime bien. En effet, on aura appris quelque chose. Merci pour ce nouveau mot. Hypallage. C'est ça. Juste après, il y a quelque chose que je trouve très touchant. C'est le fait qu'ils sont relativement à l'aise ensemble. C'est un trou tout à fait rudimentaire, c'est un trou petit et sec, et ils se collent les uns aux autres de sorte que ça fasse un gros paquet de fourrures et de vêtements, serrés ainsi les uns contre les autres et réchauffés par leur longue marche, ils se sentirent vraiment assez confortables, si seulement le sol de la caverne avait été un peu plus moelleux. Et je trouve ça profondément touchant. Ils se connaissent depuis pas très longtemps avec monsieur et madame Castor, même dans le cadre d'une fratrie, de pouvoir être serrés les uns contre les autres et de pouvoir ressentir cela comme du réconfort, comme de la chaleur, comme un endroit de sécurité, et non pas comme un endroit de gêne où on est embêté parce qu'on est collé avec soit des gens qu'on apprécie moyennement, ou avec qui on a peut-être un peu de compétition, soit des castors inconnus. Je trouve ça touchant, cette profonde unité, cette solidarité et cette sécurité qui émane de ce groupe. Ce trou très serré, avec sûrement quasiment aucune lumière, aurait pu être très angoissant pour les uns et les autres, mais non, c'est un endroit rassurant, rudimentaire mais sécurisant, et je trouve ça touchant. Et Madame Castor donc fait passer une gourde à la ronde, remplie d'un liquide qui, je cite, faisait tousser et cracher et qui piquait la gorge, mais qui en même temps procurait une délicieuse sensation de chaleur après qu'on l'eut avalé, puis tout le monde s'endormit profondément. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense qu'il est fort probable que ce soit de l'alcool, vu la description. Mais comme c'est le point de vue de Lucie qui n'en a pas bu a priori, ou en tout cas qui n'a pas l'habitude d'en boire, elle ne reconnaît pas le goût. Alors, il y a des Américains que ça choque et qui veulent absolument imaginer qu'il s'agit ici d'autre chose. J'ai entendu, ou j'ai lu en tout cas, un commentaire de quelqu'un qui disait que ici ça devait être une boisson magique. Mais pour moi, ça semble pas très probable. Parce que dans l'histoire, les castors ne sont pas des êtres qui ont recours ou qui ont accès à la magie. La magie à Narnia est réservée à certains personnages. Et pour le moment, on n'a vu que la sorcière. Après, il y en aura d'autres, notamment des bons personnages qui utiliseront
la magie, et on en rencontrera un très bientôt d'ailleurs, mais je pense pas que ça aille avec l'idée des castors. Donc pour moi, c'est de l'alcool, clairement. Alors, est-ce que c'est choquant que Lewis mette en scène des enfants en train de boire de l'alcool ici? Ben, je dirais non, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'à l'époque de Lewis, on connaissait pas les méfaits de l'alcool sur les enfants comme aujourd'hui. Alors, on savait que l'alcool en excès était mauvais, mais c'est tout. Et bon, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne n'était pas seule dans cette situation, parce que même chez nous, en France, il y a encore une 50aine d'années, on conseillait aux mères qui allaitaient de boire de la bière pour avoir assez de lait. Et dans la génération précédente, on mettait carrément de l'alcool dans les biberons des enfants pour les aider à s'endormir. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et puis le deuxième aspect, c'est que en fait, les enfants à Narnia ne sont pas traités comme des enfants. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et on va le revoir, hein. Ils se battent comme des adultes, ils vont régner à Narnia, alors qu'ils seront encore des enfants, hein. Excusez-moi pour le spoiler, mais donc voilà, pour ces deux raisons, je pense que c'est pas choquant de voir qu'ils boivent de l'alcool ici. Ah, moi, j'avais aucun doute que c'était de l'alcool. Je me posais simplement la question, quel type d'alcool fort est de préférence chez les castors? Donc, est-ce que c'est du whisky? Est-ce que c'est du scotch? Est-ce que c'est du gin? Est-ce que c'est du rhum? C'était ça ma question principale. Donc, peut-être pas du rhum parce que c'est pas trop la région, mais ouais. Mais écoutez, des castors magiques, laisse-moi dans mon univers de castors qui boivent des mojitos. Ok. En été, évidemment. Non, pour moi, c'est clairement de l'alcool, et en effet, ça me choque pas, dans le sens où on est, encore une fois, dans une situation extraordinaire, où il y a eu les nerfs qui ont été en feu, on est à une époque qui n'est pas la nôtre, et puis c'est une gorgée pour se remettre de ses émotions, pour se réchauffer, en tout cas pour avoir une sensation de chaud, et pour s'endormir assez vite. Donc, est-ce que c'est recommandable? Absolument pas. Est-ce que c'est compréhensible dans la situation, avec aussi la réalisation de savoir que les castors ne savent sûrement pas comment fonctionne la morphologie et le système d'un enfant humain? Donc non, ça me choque pas, et en effet, je pense que c'est plutôt faire des pirouettes de dire que c'est une boisson magique plutôt qu'autre chose. Ils ont eu une petite gorgée d'alcool fort. C'est pas la chose la plus traumatisante qui va se passer dans ce livre. Voilà, on est d'accord. Et ensuite, donc, grand bonheur, grande joie, totalement inattendue, nous avons l'apparition du Père Noël. Et là, je voudrais vous lire le petit passage où on le décrit, parce que d'abord, c'est un très beau passage, et puis ensuite, je voudrais qu'on fasse une série de parallèles avec une autre scène qu'on a vue dans des chapitres précédents. Donc, c'était un traîneau, et c'était des rennes avec des clochettes sur leur harnais. Mais ils étaient beaucoup plus grands que les rennes de la sorcière, et au lieu d'être blancs, ils étaient bruns. Et sur le traîneau était assis quelqu'un que chacun reconnut immédiatement. C'était un homme immense, vêtu d'une robe d'un rouge vif et brillant, semblable à celui des boules de houx, avec un capuchon doublé de fourrure et une grande barbe blanche qui tombait comme une cascade écumeuse sur sa poitrine. Chacun le reconnut parce que, s'il faut aller à Narnia pour rencontrer des gens comme lui, on voit des images d'eux et on entend raconter des histoires à leur sujet, même dans notre monde, c'est-à-dire dans le monde qui est de ce côté de la porte de l'armoire. Mais quand on les voit réellement à Narnia, c'est un peu différent. Les images du Père Noël dans notre monde lui donnent seulement l'air comique et amusant. Mais maintenant que les enfants le contemplaient effectivement, ils le trouvèrent autre. Il était si grand, il paraissait si heureux et si vrai qu'ils cessèrent tous de parler. Ils se sentirent très heureux, mais aussi très graves. « J'ai fini par venir, dit-il. Il y a longtemps qu'elle m'empêche d'entrer, mais j'y suis parvenu enfin. Aslan arrive, le pouvoir magique de la sorcière est en train de s'affaiblir. » Et Lucie se sentit parcourue par ce profond frisson de joie que l'on éprouve seulement quand on est grave et silencieux. Pour moi, ça combine deux présentations qu'on a déjà eues auparavant. On a d'abord la représentation de la sorcière blanche qu'on voit pour la première fois. Toutes les images, on reprend certains points. Et d'ailleurs, on en a parlé dans le podcast qui parlait de ça, mais je trouve intéressant, on ne tombe toujours pas dans les caricatures. Dans le sens où les rennes blancs aux cornes dorées, ça aurait pu faire penser au Père Noël, avec quelque chose de très kitsch, de très joyeux, de très mignon, et les plus grands rennes, plus imposants, d'une couleur un peu plus sombre, auraient pu être pour la sorcière. On tombe pas dans ces caricatures, on est justement dans beaucoup plus de nuances. Le Père Noël est nuancé et authentique, là où la sorcière est
parfaite d'apparence et chimérique, mais il y a rien derrière, et je trouve assez intéressant qu'il n'y ait pas de substance derrière la beauté de façade, et qu'il y ait beaucoup plus de substance dans quelque chose de moins impressionnant. Ça reste très impressionnant, mais c'est moins magique, en tout cas, d'un point de vue visuel. Et la deuxième partie, et ça on pourra en reparler ensemble, mais ça me fait beaucoup penser à la représentation d'Aslan. Tout à fait. En tout cas, dans la manière dont c'est parlé, je suis sûre que tu as plein de choses à dire à ce sujet. Mais oui, d'abord, je voulais rappeler quelque chose qu'on a déjà dit dans des podcasts précédents, c'est que Louis a été beaucoup critiqué pour le fait d'introduire le Père Noël à Narnia, notamment par Tolkien, mais pas seulement. Hein. Et on lui reprochait ce mélange de mythologie. On disait que c'était un problème. Mais pour moi, ça fonctionne vraiment ici, et je voudrais prendre la défense de Lewis, et notamment ici, on voit quand même qu'il se démarque de l'image du Père Noël de son époque, hein, puisqu'il dit les images du Père Noël dans notre monde lui donnent seulement l'air comique et amusant. Et en fait, je suis allée voir en ligne et j'ai retrouvé l'image du Père Noël que les gens avaient à l'époque. En fait, le Père Noël habillé en rouge, ça date d'une publicité Coca-Cola qui a été créée en 1930. Hein, donc ça existait déjà au moment où Lewis a écrit ça. Hein, et c'est une espèce de bonhomme jovial, effectivement, qui a un air rigolo, mais il n'y a pas du tout cet aspect solennel. Hein. Donc ici, Lewis choisit de se démarquer de cette image populaire que tout le monde connaissait. Et dans le film, d'ailleurs, ils ont essayé aussi de rendre un peu ça. Donc évidemment, c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas utiliser les mots, mais ils ont eu une idée que je trouve intéressante, c'est que au lieu de lui mettre un manteau rouge, ils lui ont mis un manteau brun dans le film. Je ne sais pas si tu te souviens. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet aussi de prendre du recul par rapport à l'image populaire du Père Noël. Oui, je me rappelle tout à fait de cette image assez impressionnante dans le film, où on voit le Père Noël pas exactement comme on l'imagine. C'est vrai que, personnellement, je suis perturbée un petit peu par le fait qu'il y ait le Père Noël, je m'en suis remise, mais c'est vrai que on s'y attend pas du tout. Et c'est à la fois ce que j'admire chez C.S. Lewis, c'est qu'il fait vraiment ce qu'il veut. Et c'est chouette, c'est touchant de voir quelqu'un qui met toutes les références qu'il souhaite, peu importe ce que les autres en pensent. Et on sait que Tolkien n'avait absolument rien contre le Père Noël. On a déjà parlé dans un précédent podcast, il a écrit les lettres du Père Noël qui ont été de base écrites pour ses enfants, mais qui sont trouvables dans un recueil très sympathique pour les fêtes. Mais je pense que c'est justement déjà le fait qu'il y ait le Père Noël dans les Chroniques de Narnia qui sort un peu de nulle part. C'est qu'on parle au début que c'est toujours l'hiver et jamais Noël. On s'imagine pas trop que le Père Noël va débarquer, mais c'est une chouette surprise. Et aussi, qu'il soit comparé à Aslan, c'est vrai que c'est osé. Et c'est tout à son honneur d'oser, mais je comprends que pour certains, c'est un peu perturbant. Surtout, je ne sais pas à quel point c'était le cas à l'époque, je pense beaucoup moins qu'aujourd'hui tout de même, mais dans certains milieux chrétiens, il y a un peu une frustration face au Père Noël, de la fête de Noël qui devient une excuse à se faire des cadeaux, à fêter plein de choses, ce qui est évidemment pas un mal en soi, bien au contraire, mais que l'aspect religieux de Noël, l'aspect oui vraiment de Jésus, de la crèche, etc., s'oublie vraiment petit à petit. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une compétition de Jésus face au Père Noël dans certains milieux chrétiens, peut-être particulièrement aux États-Unis aujourd'hui, mais c'est assez intéressant de se poser des questions. Je pense que c'était pas la même discussion à l'époque. Alors en fait ici je ne pense pas que... Alors tu as remarqué cette révérence et ça t'a fait penser à Aslan, mais en réalité je ne pense pas qu'il compare le Père Noël à Aslan. En revanche, pour moi, le Père Noël est comme une espèce de Jean-Baptiste ici, qui ouvre la voie d'Aslan. Hein. Donc dans les évangiles, Jean-Baptiste c'est celui qui annonce que Jésus va venir. Et ici, c'est un peu ça, hein, le Père Noël. Et donc, du coup, Jean-Baptiste, c'était un prophète, hein, donc il y a ce côté un peu solennel. Et je pense que c'est pour ça que le texte parle d'une certaine solennité. Et c'est pour ça que Lucie éprouve ce frisson de joie, parce que elle entend ce prophète là qui annonce que Aslan vient, qui annonce la venue du Sauveur. Il joue le rôle du précurseur. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a ce côté plein de révérence. Je pense que tu as tout à fait raison, mais c'est surréaliste. Dans le sens où C.S. Lewis se dit « je vais montrer une représentation de Jésus
et Jean-Baptiste, ça va être le Père Noël, c'est incroyable. Enfin, de pouvoir réfléchir à ça, de pouvoir soutenir ça. Ah ouais, c'est assez extraordinaire et il faut un peu de temps au cerveau qui a l'habitude des histoires bibliques traditionnelles de remplacer Jean-Baptiste par le Père Noël. Mais c'est ce qu'il voulait fonctionne. Faire. C'est ce qu'il voulait faire. Ça fonctionne, ça fonctionne. Il voulait choquer, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait que les enfants voient toute l'histoire qu'il y a dans les évangiles de façon différente. C'est ce qu'il voulait. Donc je crois que c'est réussi. Je pense que c'est complètement réussi et je pense aussi que ça plaît plus aux enfants qu'aux adultes. Dans le sens où si les parents lisent les chroniques de Narnia à leurs enfants en espérant leur donner un enseignement chrétien, on casse certains codes qui choquent beaucoup moins les enfants. L'idée qu'un Père Noël puisse être une espèce de Jean-Baptiste, c'est pas si choquant pour certains enfants. Il y a certaines gymnastiques mentales qui dérangent beaucoup moins les enfants que les adultes. Et je vois l'espièglerie de C.S. Lewis à ces moments qui se permet, tous ces changements qui sont pas attendus. Et ça fonctionne. Bravo à lui. Et il y a une autre accusation que Tolkien portait, et il disait que Lewis avait écrit son texte de façon négligée. En fait, Lewis a écrit très vite, c'est vrai, mais donc Tolkien lui faisait ce petit reproche. Et moi, encore une fois, je suis pas d'accord. Alors certes, on trouve une fois de temps en temps des choses qui collent pas totalement, mais je trouve qu'au contraire, ici notamment, ce texte est très soigneusement travaillé et très soigneusement construit. Et je voulais vous montrer encore une fois une série de parallèles avec la scène de la première apparition de la sorcière blanche, des parallèles qui existent pour mieux opposer les deux scènes. Alors, on a un certain nombre d'éléments communs, trop pour que ce soit du hasard, à mon avis. On a les rennes, le traîneau, les clochettes, on retrouve les mêmes couleurs, le rouge, l'or, et même le blanc. Alors ici, c'est le blanc de la barbe. Et puis, on a les fourrures, et puis il est très grand, comme la sorcière était très grande. Voilà, on a tous ces éléments qui créent des parallèles avec cette première scène où la sorcière est apparue. Et en même temps, on a une opposition totale. Une opposition totale parce que là, on a une scène qui est très colorée, beaucoup plus colorée. Le blanc n'est pas dominant, comme c'était le cas pour la sorcière. Et puis, c'est une scène qui respire la joie. Il a l'air si heureux et si vrai qu'il cesse de parler. Alors que la sorcière, elle avait un air orgueilleux, froid et sévère, et elle mentait. Donc voilà, une opposition entre la vérité et le mensonge. Et lui-même provoque chez les enfants un sentiment de bonheur et de solennité, alors que la sorcière provoquait la peur. Lui représente la vie, alors qu'elle représentait la mort. Et le mot solennel est répété, ou en tout cas suggéré plusieurs fois, quand on dit que, par exemple, que les enfants sont silencieux et graves. Voilà, donc vraiment, je trouve que c'est très bien construit et il y a ces renvois, ces oppositions, ces parallèles. Pour moi, c'est pas du tout un texte qui a été écrit à la va-vite. Je suis pas d'accord. Non, pas du tout. En fait, ce que je trouve drôle, c'est important de souligner à quel point Tolkien et Lewis étaient des amis très chers, qui s'appréciaient et qui s'estimaient profondément. Et je pense que beaucoup des critiques qu'ils ont pu se faire l'un l'autre sont des critiques qui se font plus sur eux que sur leur texte. Par exemple, il paraît que personne ne voulait aller se balader avec Tolkien parce qu'il devait s'arrêter 10 minutes devant chaque arbre et regarder chaque chose, chaque petit détail. C'était un grand contemplatif et Lewis était beaucoup plus enflammé à faire les choses beaucoup plus vite. Et donc je pense qu'il s'envoie des petits pics, mais dus à une amitié profonde et à une discussion sans filtre. D'ailleurs, c'est Tolkien qui a été un très grand contributeur de la foi de Lewis. Oui. Et on n'en parle pas assez. On a beaucoup plus vent de l'aspect chrétien dans les écrits de C.S. Lewis que dans les écrits de Tolkien, même s'ils sont pour moi équivalents. C'est Tolkien qui a vraiment amené C.S. Lewis à la foi, qui a eu une influence extrêmement importante dans son chemin spirituel. Ouais. Donc on a vraiment des discussions de frères, on peut le dire, sur leurs critiques, et moi j'aime beaucoup lire leurs pics entre eux, c'est assez savoureux.
Et puis bon, c'est vrai que personnellement, il n'aimait pas trop les Chroniques de Narnia, mais il reconnaissait que c'était personnel et par exemple, il les faisait lire à ses petits-enfants. Hein, donc voilà. Il ne disait pas qu'elles n'avaient pas de valeur intrinsèque, puisqu'il les faisait lire à d'autres personnes, mais c'était lui-même qui ne les aimait pas trop. Voilà, hein, c'est tout, c'est une question de goût, il a le droit. Oui, et puis ils avaient pas du tout la même idée de la représentation de Jésus dans le texte. Chez Tolkien, c'est beaucoup plus caché, c'est partiel, c'est divisé entre plusieurs personnages, et chez Lewis, c'est beaucoup plus évident. D'ailleurs, sur Internet, on trouve beaucoup de mèmes sur ce sujet, où on voit Tolkien qui se prend la tête, beaucoup trop d'ailleurs, et puis il y a par exemple Lewis qui dit le lion Jésus fait rar. On est beaucoup plus dans cette idée d'évidence, et c'est aussi plus pour les enfants. Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu plus tout public, même si il y avait un public plus enfantin qui était aussi visé. Mais on n'est pas sur les mêmes approches. Les deux ont des richesses absolument précieuses, et je ne pense pas qu'il faut en privilégier un au dépit de l'autre, mais de les lire comme des œuvres complémentaires de grande qualité, avec quelques défauts évidemment, parce que c'est des œuvres humaines, donc imparfaites, mais lisons les deux, tout simplement. On peut aimer les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, le Père Noël distribue un certain nombre de cadeaux. Je ne sais pas si tu as des remarques par rapport à ces cadeaux. Oui, d'abord, la machine à coudre, une nouvelle machine à coudre pour Madame Castor. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle a sacrifié sa machine pour les enfants. Elle va en avoir une encore plus belle. Donc ça, je suis très heureuse pour Madame Castor. Pour Monsieur Castor aussi, son barrage dont il est si fier, qui devient encore plus beau, encore plus abouti. Alors pour le barrage, c'est probablement une référence à Lewis lui-même, parce que on sait que à l'époque où il a écrit ça, il se faisait toujours embaucher pour réparer des choses par sa mère adoptive, Madame Moreau, et il n'aimait pas trop ça parce qu'il était obligé de s'interrompre dans son travail d'écriture. C'était très pénible pour lui. Donc on peut imaginer que un barrage tout réparé, ça aurait été un cadeau que lui-même aurait apprécié. Et on voit déjà une idée de comment ça va être. Je trouve très intéressant que le drapeau qui est présent sur le bouclier et aussi sur l'épée, ce soit la première fois qu'on le voit. Ils ne savent pas encore à quoi ça correspond. On le verra dans les chapitres suivants que c'est le symbole d'Aslan. Je spoil pas grand chose, le lion avec sur fond rouge. D'ailleurs, c'est très très joli dans les films, ça représente bien l'imaginaire qu'on peut en avoir. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dont j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Les femmes qui ont des armes, Suzanne a un arc, Lucie a un poignard, mais le Père Noël qui leur demande de ne pas les utiliser, sauf en cas d'extrême urgence, alors que Peter est clairement encouragé à faire la guerre. Dis-moi tout. Alors concernant le cadeau de Peter, le Père Noël précise que ce ne sont pas des jouets. Et dans le film, d'ailleurs, j'ai lu qu'ils avaient fait exprès de donner un certain poids aux épées, aux boucliers, etc., parce qu'ils voulaient que les enfants, lorsqu'ils jouaient ce rôle, se rendent compte que ce n'était pas des jouets, mais que c'était des vraies épées. Il a pensé que ça les aiderait à mieux jouer leur rôle. Alors on peut penser que ces armes sont peut-être une référence aux armes spirituelles que le chrétien est censé utiliser contre le mal dans un texte du Nouveau Testament, qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6. On parle dans ce texte du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit, hein, comme Peter reçoit un bouclier et une épée, ça m'a fait penser à ça. Alors, en ce qui concerne Suzanne, elle reçoit des armes à la fois défensives et offensives, hein, puisqu'il y a l'arc et les flèches d'un côté et le corps de l'autre. En même temps, il lui demande de ne s'en servir qu'en cas de grande nécessité, parce qu'il ne tient pas à ce qu'elle se batte, et il n'a pas dit la même chose à Peter. Et alors, pour Lucie, là, on arrive à une phrase qui est très controversée, voilà, tristement célèbre, je dirais, hein, c'est cette fameuse phrase « Les batailles sont très laides quand les femmes combattent ». Alors cette phrase « Les batailles sont très laides quand les femmes combattent », elle est mentionnée dans le film, mais c'est seulement la première partie en fait qui est mentionnée. La deuxième partie a été enlevée exprès. Hein, donc on a juste les batailles sont très laides. On n'a plus quand les femmes se battent dans le film. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Bon déjà,
je pense que, encore une fois, comme d'habitude, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Hein. On est en 1950 et dans d'autres histoires, probablement que les filles n'auraient même pas eu d'armes, hein, dans d'autres histoires de l'époque. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il faudrait pas croire que parce qu'il fait dire ça au Père Noël, ça voudrait dire qu'il pense que les batailles sont plus affreuses quand les femmes se battent. Il avait l'expérience de la Première Guerre et il savait très bien que dans tous les cas, les batailles sont affreuses. Et les descriptions qu'il fait, de la Première Guerre mondiale montrent qu'il avait bien conscience du fait que la guerre est affreuse, point. Ensuite, une autre chose qu'il faut dire, c'est que ailleurs, plus tard, Lewis va laisser les filles se battre, hein, notamment Lucy va se battre dans un autre volume, le cheval et son écuyer, et on nous dira même qu'elle aime ça, contrairement à Suzanne, qui préfère rester à la maison. Hein. Elle aime ça et elle y va souvent. Et puis, quelque part, il se contredit lui-même, parce que Suzanne aussi est une fille, hein, donc pourquoi il dit ça juste à Lucy ? Pourquoi il dit pas ça à Suzanne ? Et d'ailleurs, dans le film, encore une fois, ils ont rendu ça de façon très, très amusante, hein, ils ont relevé cette contradiction, parce que dans le film, ils ont inversé l'ordre, Suzanne reçoit son cadeau après Lucy, et elle réagit en disant quelque chose du genre « Ah, et maintenant les batailles ne sont plus affreuses quand les filles se battent quand il s'agit de moi ?» Ou « Les batailles ne sont plus affreuses quand il s'agit de moi, plutôt, parce qu'il n'y a pas ce morceau-là. » Et à cause de ces deux dernières remarques, je pense qu'ici, en fait, l'âge joue un rôle aussi. Hein. Ce sont des enfants, encore une fois. Peter a 13 ans, Suzanne a 12 ans, Edmund a 10 ans, Lucy a 8 ans. D'après la frise chronologique de l'histoire de Narnia que Lewis a faite, et donc ils sont très jeunes, et Lucy en particulier est très jeune. Alors est-ce qu'il a fait dire ça au Père Noël à cause de l'âge ? C'est une autre explication possible. Voilà, j'ai plein de petites pistes à vous donner. Oui, et puis il y a différentes sortes de guerres, mais quand les personnes qui n'étaient pas destinées à se battent, en effet, la guerre est encore plus horrible, dans le sens où évidemment, il y a les dégâts de la guerre qui sont innommables, qui sont affreux, mais j'ai l'impression que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une différence quand deux armées se sont donné rendez-vous sur un champ de bataille avec que des personnes qui sont plus ou moins d'accord de livrer cette bataille, que quand on est avec des civils, puisque les femmes ne pouvaient pas être des soldats et aller combattre devant, c'était pas comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Quand on doit demander à des civils, à des personnes qui ne sont pas destinées à aller à la guerre dans un temps donné et un endroit donné, comme les femmes, comme les enfants, en effet, il y a quelque chose d'encore plus affreux, d'encore plus malsain. On pourrait peut-être traduire aujourd'hui avec les enfants. Quand les enfants se battent dans une guerre, la guerre est encore plus laide. C'est horrible de voir un homme adulte, même une femme adulte avec une kalachnikov dans les mains. C'est encore plus horrible d'imaginer un enfant. Oui. Et ça, c'est une réalité d'un auteur, encore une fois, qui a vécu la guerre et qui ne parle pas de ces choses d'un point de vue purement académique, mais qui parle comme un ancien soldat qui a été traumatisé par des guerres horribles. Et en effet, il parle des femmes ici. Je pense qu'il parle plutôt, personnellement, je traduirais aujourd'hui par les personnes qui n'étaient pas destinées à aller sur le champ de bataille. Ouais. J'aimerais juste revenir sur un point que je trouve très intéressant dans l'idée de l'armure du chrétien, dans Éphésiens 6 que tu as mentionné. Ce que je trouve très intéressant, c'est que là, l'armure est incomplète. Oui. C'est-à-dire que, dans le texte, je le lis, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Et je trouve passionnant parce qu'il lui manque encore des attributs qu'il va avoir au fil de l'histoire. C'est-à-dire que il aura la vérité donnée par Aslan, il aura aussi la cuirasse de la justice, mais quand il comprendra réellement pourquoi il se bat, il aura le zèle quand il aura l'espoir, là il est encore apeuré, il sait pas encore toujours quoi faire, et puis il aura le casque du salut plus tard. Et ça je trouve passionnant, c'est qu'on a une armure incomplète, en tout cas dans l'imaginaire chrétien de Lewis, il y a des choses qui sont données, qui sont capitales, mais il y a encore des cadeaux qui vont être donnés petit à petit, et cette fois-ci ce sera pas le Père Noël qui les lui donnera, donc ça me réjouit beaucoup de voir ce personnage en devenir, qui construit
son identité et son identité par rapport à Aslan, par rapport à cette guerre. Et c'est encore une fois des qualités extraordinaires dans l'écriture de Lewis qui était très novatrice, particulièrement novatrice à l'époque, où on a cette évolution des personnages, même les enfants, qui grandissent, qui gagnent en maturité, qui gagnent en courage, et c'est assez extraordinaire d'être témoin de ça. Ça donne envie de grandir aussi. Donc, le Père Noël, après leur avoir donné tous ces cadeaux, leur offre aussi le thé. Et donc ça, c'était très très important pour Lewis, le thé. Tous les soirs, il fallait qu'il ait son thé à 5 heures. Même quand il était en voyage, c'était super important. Et on remarque d'ailleurs ici que l'eau est bouillante. Il précise que l'eau est bouillante. Et ça, c'est absolument indispensable pour avoir une tasse de thé parfaite. Et même, il dit, dans une énorme théière bouillante, dans l'eau chantait. Voilà. Donc il y a quelque chose de lyrique, de merveilleux chez C.S. Lewis. Ah, quel événement divin, quelle épiphanie que l'heure du thé. Je ne savais pas que le Père Noël était anglais. Et encore une fois, on a un autre parallèle avec la scène de la sorcière ici, puisque le Père Noël a aussi des pouvoirs magiques et qu'il fait aussi apparaître quelque chose à boire qui les réchauffe. Hein, mais sauf que là, c'est beaucoup plus positif que ce que donnait la sorcière. Mais voilà, c'est encore un de ces parallèles qui existent entre les deux scènes. Et juste après, il s'écrit « Joyeux Noël et vive le roi », qui n'est pas lui, évidemment, il parle d'Aslan. Et là, on est encore une fois dans cette image, dans cette représentation de Jean-Baptiste qui renvoie à plus grand que lui. Et c'est dans ces petits messages que l'on peut réaliser à quel point c'était intentionnel de la part de Lewis. Et c'est là où, ça me fait mal de dire ça, mais je ne suis pas d'accord avec Tolkien, c'était pas bâclé, c'était plus fougueux que lui, plus fougueux que l'écriture de Tolkien, mais ça fonctionne. Et même si on peut être perturbé au premier abord, on est quand même dans une écriture de grande qualité, avec un ancrage théologique important. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il réfléchissait tout ce qu'il écrivait. Il pouvait choquer certes, mais tout en contrôlant ce qu'il disait. Et ça, c'est capital pour apprécier pleinement l'œuvre de Lewis. Et donc, pour en finir avec cette histoire de thé, donc j'ai dit que Lewis aimait énormément le thé, il en buvait énormément, et il y a une phrase qui est célèbre, qu'il a dite. Alors, donc en anglais, c'est « You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me ». Alors, si on traduit, ça donne « Il ne peut jamais y avoir de tasse de thé trop grande ou de livre trop épais pour moi », en gros. Hein, c'est une traduction un peu libre, mais voilà. Hein, donc, il aimait beaucoup boire du thé, il aimait beaucoup lire. Donc, c'était pour ça que c'était important que le Père Noël leur offre le thé. Hein. S'ils avaient juste eu de la nourriture sans le thé, non, c'était pas parfait. Hein, c'était pas... Mais le Père Noël n'a pas offert de livre, par contre. Non, c'était trop lourd à porter. Alors, une fois que le Père Noël est reparti, on a encore une fois une scène assez amusante qui va jouer sur les clichés. On a Peter qui vient de tirer son épée du fourreau et qui la montre à Monsieur Castor, quand Madame Castor s'écrie « Voyons, voyons, ne restez pas plantés là à parler jusqu'à ce que le thé soit froid, comme des hommes. Venez m'aider à descendre ce plateau dans la grotte et nous allons prendre notre petit déjeuner. Heureusement que j'ai pensé à apporter le couteau à pain. » C'est ainsi qu'ils redescendirent la pente raide et retournèrent dans la grotte. Monsieur Castor coupa du pain, du jambon et fit des sandwichs, tandis que Madame Castor versait le thé et chacun savoura pleinement ce bon moment. Alors j'ai pensé que c'est peut-être à cause de ce moment-là que Cat Filmer avait accusé Madame Castor de maltraiter Monsieur Castor. Mais, encore une fois, je suis pas d'accord parce que pour moi, Lewis ici joue un peu sur les clichés évidemment. Hein, les hommes sont intéressés par les épées, les femmes sont pragmatiques et prennent soin du quotidien. Et d'ailleurs, il le dit carrément, hein, puisque Mme Castor dit « Oh, c'est bien des hommes hein, de rester plantés là. » Mais pour moi, d'une part, il y a un côté humoristique. Hein, voilà, c'est censé nous faire sourire. Et puis, d'autre part, il y a encore une fois ce côté familier. En fait, le lecteur reconnaît le quotidien. Même aujourd'hui, ça marche encore, ça, ce genre de remarques. Et à l'époque, beaucoup plus. Hein. Tous les gens, à l'époque, connaissaient tous les lecteurs, connaissaient des gens à l'époque qui se comportaient comme ça. Hein. Il y a une raison pour laquelle les clichés existent. C'est parce que, voilà, il y a un fond de vrai. Donc, pour moi, ici, il joue simplement sur cet aspect-là. Et je ne pense pas que Mme Castor, ici, soit critiquée pour son attitude. Au contraire, tout le monde est bien content qu'elle ait pensé à apporter de la nourriture. Oui, et puis comme on en parle depuis le départ, ce qui fonctionne, ce qui fait que l'alchimie est belle dans le monde de Narnia, c'est ce mélange entre extraordinaire et familier. Et là, on n'est pas sur un couple d'humains, on est sur un couple de castors. Donc c'est humoristique et c'est rassurant d'avoir des schémas qui sont connus.
Parce que on aurait été sur un couple très différent de Castor, où, admettons, on inverse le comportement de Monsieur Castor et de Madame Castor, ça n'aurait pas appris grand-chose, parce que c'est un couple de Castor. Donc, on n'est pas du tout sur un schéma humain. C'est humanisé, c'est connu, mais on n'est pas dans un développement politique, j'ai l'impression. Donc, on n'est pas dans la même manière de voir les choses. On rappelle aux clichés plus qu'on dénonce quoi que ce soit, parce que de toute façon, il aurait été extrêmement progressiste avec un couple de Castor, ça aurait été moins parlant pour les humains que si ça avait été un couple d'humains de base. T'imagines Madame Castor qui admire l'épée et Monsieur Castor qui lui dit mais non, allez, viens manger, viens prendre le thé, ça marche pas. Ça m'aurait fait rire aussi, Oui, mais je me serais dit que les castors sont bien différents que la plupart des couples, peut-être malheureusement. Ça aurait été trop exotique pour l'époque, je pense. Trop exotique pour l'époque, et justement, on n'aurait pas été dans le familier qui fait que ça fonctionne. Ouais. Et puis par contre, elle me fait beaucoup rire. Heureusement que j'ai pensé à apporter le couteau à pain. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans le couteau à pain? On aurait été comme ces sauvages de Français à pouvoir rompre le pain à la main. Et donc le chapitre se termine au moment où ils décident de reprendre la route. Et la prochaine fois, nous irons voir ce qui se passe du côté d'Edmund et de la sorcière. Donc venez nous rejoindre la prochaine fois. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.